Bonjour les pépites, ce mercredi 4 juin 2025 aura été une journée noire pour la culture en France. À peine je rendais hommage sur TikTok à la chanteuse Nicole Croisy, décédée à l'âge de 88 ans, que j'apprenais la mort, au même âge, d'un homme pour lequel j'ai une immense admiration, Philippe Labro. Dans une précédente pépite, je vous annonçais que j'allais lui consacrer une vidéo, et cette triste nouvelle bouscule bien évidemment mon agenda. Je ne m'attendais absolument pas à devoir parler de lui au passé. Ceux qui me connaissent savent que j'admire Philippe Labro depuis longtemps. Pourquoi ? Parce que c'est une icône, un exemple, parce que Philippe Labro a tout pour lui. Le charme, le talent, la réussite dans des domaines qui me sont chers. Le cinéma, la télévision, la chanson, le journalisme, l'écriture. Philippe Labro, c'est un bel homme, il est élégant et il ajoute à sa classe à la française des touches de classe à l'américaine. L'Amérique qu'il aime tant, dans ses livres, L'étudiant étranger ou encore dans Un été dans l'Ouest, il raconte cette Amérique qu'il traverse. Une Amérique qui le fascine, lui, l'étudiant français. Il raconte son parcours dans une université de Virginie, son aventure comme bûcheron aussi dans le Colorado. L'Amérique, il y retourne. Quelques années plus tard, en tant que journaliste professionnel, envoyé pour l'émission française 5 colonnes à la une, pour un reportage au sein de l'université de Yale, dans le Connecticut. Et c'est là qu'il apprend, le 22 novembre 1963, l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, personnage qu'il admire. Comme il l'écrit dans son livre « On a tiré sur le président », sorti en 2013 aux éditions Gallimard, Philippe Labro file à New York pour prendre le premier avion pour Dallas. Sur place, il le dit, j'ai vécu l'événement dans les couloirs du quartier général de la police. J'ai vu Oswald, j'ai rencontré Jack Ruby la veille du jour où il va assassiner Oswald. J'ai connu les flics, la presse, la confusion, le Texas, les mystères. L'Amérique reste en Philippe Labro, l'imprègne jusque dans sa façon d'être. En France, il présente par exemple les infos assis sur l'angle de son bureau. Une audace inédite à la télévision française, plus habituée aux hommes troncs bien assis confortablement. On retrouve aussi l'Amérique dans ses tenues vestimentaires, sur le tournage de Sans mobile apparent en 1971 avec ses Santiago et son Stetson, le fameux chapeau de cow-boy texan. Une allure qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler celle de son mentor, l'un des plus américains des réalisateurs français, Jean-Pierre Melville, le réalisateur entre autres du Cercle Rouge, qui pour tromper ses insomnies demande souvent à Philippe Labro la nuit de faire avec lui des tours de périphériques parisiens en voiture, ambiance Deux hommes dans Manhattan. Et la bague de Philippe Labro, sa fétiche bague d'université américaine, sa college ring, photographiée ici, comme vous le voyez par le journal Le Monde, qui lui a consacré même un article, cette bague qu'il portera jusqu'à ses toutes dernières apparitions. Autre raison pour laquelle je suis fan de Philippe Labro, il faisait partie d'un cercle de talents qui se sont croisés, qui ont travaillé ensemble au top de leur créativité dans les années 70. Leur carrière, leurs films, leurs chansons sont liés à jamais. Philippe Labro, Jean-Paul Belmondo, Jane Birkin, Serge Gainsbourg, Claude Lelouch, Johnny Hallyday. Alors dans cette décennie des 70s, Philippe Labro est réalisateur d'un excellent thriller franco-italien que j'adore qui s'appelle Sans mobile apparent, que je vous invite bien sûr à redécouvrir, dans lequel Jean-Louis Trintignant joue un policier qui essaie de démasquer un mystérieux sniper qui tue plusieurs personnes dans Nice, sans mobile apparent, adapté du roman 10+1 d'Ed McBain. Ce film est un petit bijou magnifié par une formidable musique d'Ennio Morricone. Et pour l'anecdote, c'est pendant ce tournage que Jean-Paul Belmondo va venir rendre visite à son grand ami Jean-Pierre Mariel, qui joue aussi dans le film, mais également à son nouveau grand amour, l'actrice Laura Antonelli. Jean-Paul Belmondo qui va en profiter pour observer et apprécier la façon de travailler de Philippe Labro et s'engage avec lui sur son prochain film qui s'appelle L'Héritier en 1972. Donc je vous en parle en détail de L'Héritier dans une autre vidéo. Pourquoi redécouvrir absolument ce film ? Le lien dans la description. Et sur les photos qu'il m'avait confiées pour la réalisation de ma vidéo, Jean-Paul Belmondo et Philippe Labro sont réunis et c'est beau de les voir ensemble. Le personnage de Jean-Paul Belmondo, Bart Cordell, est l'héritier d'une multinationale. Dans le film, c'est un personnage séduisant, juste, parfois brutal, qui manage à l'américaine. Toute ressemblance avec JFK, qui fascine encore une fois Philippe Labro, n'est sûrement pas fortuite.
Le film suivant, en 73, sera un échec commercial, peut-être trop rapidement préparé, Le hasard et la violence, avec Yves Montand et Catherine Ross. Retour au thriller nerveux qui gagne sa palme du film de Philippe Labro le plus diffusé à la télévision, c'est en 1976, c'est évidemment L'Alpagueur, avec Jean-Paul Belmondo et Bruno Kremer. Le film qui sera un semi-succès, car même s'il dépasse le million d'entrées France, c'est largement en deçà des scores des autres Jean-Paul Belmondo. Il faudra attendre 1983 pour revoir Philippe Labro repasser derrière la caméra pour à nouveau un polar qui s'appelle La Crime avec Claude Brasseur, ou aussi encore plus tard Rive droite, rive gauche avec Gérard Depardieu et Nathalie Baye avec sa fameuse musique de Michel Berger. Alors Philippe Labro au cinéma, il apparaît aussi parfois devant la caméra. Regardez ce petit caméo de journaliste dans son propre film Sans mobile apparent. Bon alors vous mettez en sous-titre, Carella affirme, le fou ne tuera plus. Ouais. Ouvrez les guillemets et à la ligne. Autre caméo de journaliste dans L'Héritier, regardez bien. Ou encore le rôle de l'amant de Michel Morgan dans le film de Claude Lelouch, Le chat et la souris, en 1975. Et toujours, avec Claude Lelouch, l'année suivante, Philippe Labro va cette fois-ci écrire les paroles d'une chanson, celle interprétée par Jacques Dutronc pour le film Le bon et les méchants. Car oui, autre corde à l'arc de Philippe Labro, il écrit des textes de chansons, notamment pour Jane Birkin, il écrit Lolita Go Home, sur une musique de Serge Gainsbourg, ou encore évidemment le mythique Ma jolie Sarah pour Johnny Hallyday en 1971. Philippe Labro, il est, comme vous le savez aussi, et surtout journaliste télé à l'ORTF dans les années 60, présentateur de JT sur Antenne 2 début 80, puis directeur de la radio RTL dans les années 90, ou encore président de Direct 8, devenu C8, jusqu'à la mort de celle-ci, et sur laquelle il va présenter une brillante émission culturelle, L'Essentiel. Malicieux petit clin d'œil, petit tacle à l'État qui ne jugeait pas la culture essentielle pendant la pandémie. L'émission L'Essentiel va d'ailleurs s'éteindre en février 2025. Alors, de Philippe Labro, voici quelques essentiels. Tout d'abord, ses films, à voir et revoir, comme je vous le disais, Sans mobile apparent, L'Héritier ou encore L'Alpagueur. Et puis, ses livres, L'étudiant étranger, ou encore celui-ci, que j'adore, J'irai nager dans plus de rivières, un livre indispensable dans lequel Philippe Labro remercie notamment le personnel soignant qui l'a aidé lors de sa dépression nerveuse. Trop de pression, d'enjeux pendant la période de direction d'RTL. Il y parle aussi de sa famille, des Justes qui ont sauvé des Juifs pendant la guerre. Il s'excuse aussi auprès de Jean-Louis Trintignant de s'être mal comporté pendant le tournage de Sans mobile apparent. Et surtout, il raconte une anecdote très importante. Son ami, le regretté chef étoilé Bernard Loiseau, qui s'est donné la mort, Bernard Loiseau donne une consigne de ne pas faire payer le repas à Philippe Labro alors qu'il est dans son restaurant. Philippe Labro donc est un petit peu gêné, il va le voir, il va absolument payer son addition, c'est normal. Et Bernard Loiseau insiste et lui dit c'est pas grave, de toute façon on ne l'emportera pas. Sous-entendu, une fois mort. Et Philippe Labro de dire dans ce livre plusieurs fois qu'il veut lui au contraire tout emporter, tous les moindres souvenirs de la vie. Alors moi j'emporterai le plus tard possible quand même, mais plein de souvenirs de Philippe Labro, comme cette fois où il nous a dédicacé ce disque, un moment inoubliable, une belle rencontre, et ou aussi quand il nous a fourni ces magnifiques clichés pour illustrer les vidéos du film L'Héritier ou Un wagon pas comme les autres, avec notamment ce très très beau portrait de la photographe Francesca Mantovani pour les éditions Gallimard. Alors Philippe Labro, l'essentiel, homme de culture, était pour moi, vous l'aurez compris, une star, une légende. Les stars, les légendes, il les connaissait, il travaillait avec elles, il faisait même d'elles des légendes et en parlait avec beaucoup d'élégance. Et j'ai ressorti de mes archives VHS un extrait d'une émission qui s'appelle précisément Légende, émission produite par Nagui en 2003 et dans laquelle Philippe Labro raconte, cette fois-là, Romy Schneider. C'était donc en 2003 et on se quitte sur ces images. Tu ne m'aimes plus. Ce sont les derniers mots de la belle chanson d'Hélène, un des plus beaux films de Romy Schneider, Les choses de la vie. Tu ne m'aimes plus. Pourtant, elle a été aimée, Romy. Laurent, son dernier compagnon, a su l'aimer. D'autres hommes aussi. Rappelons-nous ce qu'elle nous disait au début de ce portrait. Elle parle du bonheur avec un sourire un peu ironique. Et elle dit, le bonheur, c'est aimer toute une vie avec des petites pauses. Alors, les petites pauses dans la vie de Romy Schneider, ça a été des événements graves, durs. Par 3 fois, elle brise le moule de sa carrière. À plusieurs reprises, elle est aimée, mais elle est quittée, ou bien elle quitte. Et puis par 2 fois, le malheur frappe.
Mort d'Harry, suicide d'Harry, mort de David. Alors entre ces petites pauses et puis aussi cet autre bonheur artificiel, qu'est le tournage d'un film, on est là, on est protégé, maquillé, assisté, on joue un rôle. On fait partie d'une famille qui se disloque à peine le tournage terminé. Entre tous ces événements, toutes ces ruptures, ces chocs, ces abandons, Romy Schneider a lutté, elle a cherché. Cette lutte, cette souffrance, ont contribué à lui conférer ce que l'on peut appeler une aura et qu'on ne peut attribuer qu'à celles ou ceux qu'on appelle des stars. Vous savez, il ne faut pas vulgariser le mot star, il ne faut pas le confondre. Autrefois, à Hollywood, on avait trouvé une très belle définition. On disait, une star, c'est quelqu'un qui possède quelque chose en plus. Eh bien, Romy Schneider possédait ce quelque chose en plus. Et c'est ainsi qu'on devient une légende.